Vian n'a pas eu le temps d'être découvert. Il a vécu trop peu de temps. Et aujourd'hui, quand il est mort, il y avait beaucoup de choses qui étaient en chantier. Et aujourd'hui, Vian n'est pas à redécouvrir. Il est à découvrir. Pour moi, Boris Vian, c'est vraiment l'urgence de vivre. Et c'est quelqu'un qui, dès 1954, avait dit à mon père qu'il savait qu'il ne dépasserait pas l'âge de 40 ans. Et en fait, le fait qu'il avait extrêmement conscience du fait qu'il mourrait jeune, ça a imprimé profondément sa vie. Et on le voit à travers toute son œuvre, et notamment dans ses chansons. Il n'a rien à perdre. Et donc, il est libre de dire tout ce qu'il veut dire. Et je trouve qu'il dit beaucoup le respect qu'il a de la vie. Tous ces textes antimilitaristes sont profondément empreints de du respect de la vie. La vie a un prix. Faites de votre vie quelque chose. Chaque minute est quelque chose d'important. Et je pense que toute son œuvre témoigne de cette urgence de vivre, de ce respect de la vie et le regard aussi qu'il porte sur les autres, la générosité que Vian avait, son rire, sa gaieté, sa liberté, ça vient probablement de ça. Ils se sont rencontrés en 1953 dans un ascenseur à la salle Pleyel. Boris Vian allait voir un concert de jazz et mon père avait un de ses bureaux au 5e étage de la salle Pleyel. Et entre le rez-de-chaussée et le 5e étage, ils vont faire connaissance. Boris Vian sait qu'il a en face de lui Jacques Canetti, c'est-à-dire l'homme qui a amené pour la première fois en Europe Duke Ellington. Donc il se dit « Waouh, formidable, j'ai en face de moi Jacques Canetti ». Et Jacques Canetti se dit « Waouh, j'ai en face de moi le chroniqueur de jazz de combat ». Et il lisait ses chroniques et il aimait beaucoup, beaucoup Boris Vian, mais ils ne se connaissaient pas. Et en 5 étages, il va y avoir un coup de foudre de l'amitié, ils ne vont plus se quitter. Ils se revoient et mon père va décider de monter au Théâtre des Trois Baudets, qu'il avait créé, ce petit théâtre de 247 places qu'il avait créé et qu'il dirigeait. Il va décider donc de créer la pièce de Boris Vian, la pièce à sketch de Boris Vian, Ciné-Massacre, en 1954. Et puis, dans l'année 53, il va également aller écouter les chansons que Boris Vian a écrites avec un certain Jimmy Walter, un fabuleux pianiste du jazz qui, disait-il, avait donné à Boris Vian des tas de tuyaux pour savoir faire des chansons. Couplet, refrain, bon. Et il va chez Boris, qui venait d'emménager Cité Véron, donc c'était pas en 53, mais c'était en 54. Il va à 14h écouter ses chansons, et il en repart à 21h, littéralement émerveillé. Et vraiment, il découvre les chansons de Boris Vian. Et il dit à Boris, c'est formidable, on va les faire chanter par de grands interprètes. Et Boris et Canetti vont aller à la pêche aux interprètes, vont proposer des chansons de Boris Vian. Personne ne veut chanter les chansons de Boris Vian. À tel point qu'un jour, mon père dit à Boris, « Boris, vos chansons, chantez-les vous-même. » Alors le 1er janvier 1955, c'est Boris Vian qui va donc faire ses débuts de chanteur sur la scène, sur la petite scène du Théâtre des Trois Baudets. Et donc on voyait Boris Vian sur scène. Et je peux vous dire que vraiment quand on l'a vu, on s'en souvient à vie. Parce que c'était quelqu'un d'excessivement mal à l'aise, alors que dans la vie normale, quand on était avec lui, il riait, c'est un homme qui avait des contacts, qui vous parlait, qui allait vers vous. Sur scène, c'était exactement le contraire. C'était quelqu'un qui paraissait très immobile. C'était quelqu'un qui me paraissait aussi très grand,
veste en col Mao, très, très novateur pour l'époque, on est en 55, pantalon de flanelle grise, petite cravate assez étroite, bon, très dandy, hein, très dandy, très beau, hein, très élégant, voilà. Mais ne faisant aucun effort pour amener le public à lui. Alors qu'à l'époque, si vous voulez, tous les gens qui chantaient faisaient des sourires, faisaient des clins d'œil au public. Enfin, c'est-à-dire, on était vraiment dans une espèce de familiarité que Boris Vian n'avait pas. Quand Boris Vian arrête de chanter, arrête sa carrière de chanteur, 16 mois après avoir démarré, il va voir mon père et lui dit « Patron, c'est fini ». Et mon père, qui adorait Boris Vian et qui avait absolument envie qu'il reste avec lui, non plus dans son écurie, entre guillemets, de chanteur, mais avec lui dans son équipe chez Philips, va le faire engager par Philips. Et donc Boris Vian va entrer chez Philips pour créer cette magnifique collection de disques de jazz, de textes de jazz. Et puis après, il va y avoir l'Aventure Fontana. L'Aventure Fontana, qui est une sous-marque, enfin une marque, que mon père crée pour Boris Vian, pour que Boris Vian puisse véritablement s'exprimer en tant que directeur artistique. Voilà, et donc jusqu'à la fin, de 1953 à fin 1958, ils ne vont pas se quitter. Boris Vian a vraiment créé un style. C'était quelqu'un de très immobile et quelqu'un qui, pour moi, c'est un style minimaliste. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui, sans le savoir, se sont inspirés de cette attitude qu'avait Boris Vian. Je pense à Gainsbourg, bien sûr, je pense à Dao, naturellement, qui a aussi ce style comme ça, assez immobile. Je pense à beaucoup d'artistes qui aujourd'hui chantent sans faire tous ces gestes qu'à l'époque les artistes faisaient. Voilà. Et je trouve que Boris Vian a été le premier, selon moi, à oser chanter des chansons parfois difficiles en attendant, en faisant confiance au public de son intelligence pour comprendre ce qu'il voulait leur dire. Et je pense qu'il y a réussi. Il y a mis le temps, mais il a réussi. Il était suffisamment libre pour essayer des choses que personne n'avait essayées. Et notamment cette attitude minimaliste qui permettait aux gens d'écouter véritablement des textes absolument magnifiques, qu'on découvrait. Il n'avait pas encore fait ses disques. Boris Vian a chanté 16 mois devant un public. Il a écrit quelques 500 textes de chansons entre 1953 et 1959. À sa disparition, il n'était pas connu, Boris Vian. C'est ça qui est absolument incroyable. L'écume des jours était connue. Il était connu à travers J'irai cracher sur vos tombes, qui avait fait un scandale. Il était connu à travers Le Déserteur. Il était connu à travers quelques chansons, mais il était relativement peu connu. Finalement, Ursula Kubler-Vian a énormément travaillé à faire connaître son œuvre. D'un côté avec Christian Bourgois pour l'œuvre littéraire, d'un autre côté avec mon père Jacques Canetti pour faire connaître ses chansons. Et la plupart de ces chansons ont émergé en quelque sorte après sa mort. Je pense au magnifique disque de Serge Reggiani. Quand Serge Reggiani démarre dans la chanson avec mon père, il choisit des chansons de Boris Vian. Quand Jacques Higelin démarre dans la chanson aussi avec mon père, il choisit aussi des chansons de Boris Vian. Et il y en a beaucoup d'autres qui vont découvrir les chansons de Boris Vian, qui sont des petits joyaux. Et toutes ces chansons sont toujours d'actualité. C'est ça qui est absolument incroyable. Je vais vous donner quelques exemples. Ne vous mariez pas les filles. C'est une chanson qu'il a écrite en 1957. C'est une chanson que Michel Arnaud,
qui était une grande interprète, chantait en minaudant un peu. C'est une chanson où Boris Vian décrit des hommes, enfin les beaufs, voyez, enfin les beaufs, enfin, les mecs pas sympathiques. Bon. Et cette chanson, avec MeToo, avec toutes les violences qui sont faites aux femmes, aujourd'hui a une autre résonance. Et je crois que c'est ça qui est extraordinaire chez Boris Vian, c'est qu'il est pionnier. On a l'impression qu'il imagine, on a l'impression qu'il imagine l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Non seulement il l'imagine, mais en plus il l'a décrit d'une façon tellement extraordinaire. C'est tellement bien écrit, c'est carré. Vous pouvez chanter ces chansons dans n'importe quel rythme, sur du slam, sur du rap, sur du rock, sur du jazz, sur une valse. Tout fonctionne. Il y a un miracle borisien. Je pense à une autre chanson, Les Arts ménagers. C'est une chanson où c'est un homme qui séduit une femme en lui proposant des tas d'objets d'art ménagers, enfin des tas. Et c'est là où on s'aperçoit que Vian est totalement anticonsumériste. Il se moque de cette folie de la consommation, de la surconsommation. Et ce phénomène est en train de démarrer, c'est-à-dire on n'est pas du tout... on commence à comprendre à quel point Vian nous est nécessaire. Vian nous est... C'est urgent. Il y a une urgence Vian. Tous les artistes que j'ai eu le privilège de voir quand j'étais petite fille au Théâtre des Trois Baudets, j'ajoute à ceux-là, Jacques Prévert, sont des gens qui ne pouvaient même pas imaginer qu'ils seraient un jour, qu'ils verraient, que leur nom serait sur les écoles, sur les lycées, sur les collèges, sur les parcs. Ils ne pouvaient même pas l'imaginer parce qu'ils étaient totalement subversif. Et à l'époque, c'était une langue française. La langue française de la chanson n'existait pas. Moi, j'ai vraiment vu cette langue française de la chanson se mettre en place très doucement, très lentement, avec des gens qui avaient un talent fou. Mais qu'est-ce qu'ils travaillaient? Travaillaient mais comme des fous pour pouvoir imposer leur chanson. Vous savez, personne ne voulait leur chanson. Brel, ça a été extrêmement difficile, Brassens aussi, Boris Vian, n'en parlons pas, Gainsbourg, il a mis des années à faire connaître ses chansons. Cette langue française, aujourd'hui, commence à être connue. Et aujourd'hui, elle a des héritiers. Et aujourd'hui, plein de gens jeunes se l'approprient. Et alors là, je vais vous dire, je trouve que c'est le plus bel hommage qu'on puisse faire à tous ces artistes et à mon père, Jacques Canetti, qui a fait quand même beaucoup de choses pour que cette langue française émerge. Le Théâtre des Trois Baudets, c'est pas que de passer un soir, c'est pas que de passer, si vous voulez, un tour de chant pendant quelques mois ou quelques semaines. C'est aussi rencontrer tout un clan d'auteurs, compositeurs, interprètes qui viennent boire un pot, qui viennent voir leurs copains, qui viennent parler dans les coulisses avec des artistes. C'est là, si vous voulez, que Boris Vian a dû rencontrer Brassens. C'est là que Brassens a rencontré Brel. C'est là que Gainsbourg a probablement rencontré Boris Vian. C'est peut-être ce qui explique que Brassens ait écrit un texte sur Boris Vian pour les chansons possibles et impossibles. C'est peut-être ce qui explique aussi que Boris Vian ait écrit le premier papier sur Serge Gainsbourg dans Le Canard enchaîné. Voilà, c'est peut-être ce qui explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que les gens se connaissaient et ils avaient envie de s'aider, de s'entraider, parce qu'ils faisaient partie de cette même famille de gens un peu inclassables, de gens rebelles, quoi. J'ai retrouvé des petits textes qu'il avait écrits sur chacun des artistes qui passaient en première partie avec lui. Ce sont des petits textes magiques, parce qu'en un feuillet, Boris Vian arrive à croquer littéralement des artistes qui avaient un talent extraordinaire. Et Boris Vian arrive à
à tirer la quintessence, ce qu'il faut retenir de l'artiste qu'on va voir. Et ce petit texte était donné à la speakerine, on disait la speakerine, enfin à la présentatrice qui, au Théâtre des Trois Baudets, passait sa tête dans une petite fenêtre et entre chaque numéro, elle apparaissait dans la petite fenêtre et elle lisait un texte. Attention, elle lisait un texte de Boris Vian. Et Boris Vian avait même mis les accents toniques sur les mots où il fallait qu'elle appuie. Vraiment, tout était prévu. Au rayon des amours à vendre, on m'a mise à 17 ans. J'ai pas eu le temps d'apprendre, le mal était Dieu et je jouais le jeu, mais j'en ai gardé gros sur le cœur. Et donc ça, c'était un des textes de Boris Vian, en traduction de Bertolt Brecht. Et je trouve que c'est un des beaux textes. C'est Nana Slid qui a créé Catherine Sauvage, qui a été repris ensuite par Diane Dufresne. Diane Dufresne a chanté cette chanson divinement bien. Voilà, vous avez des chansons qui sont admirables. Admirables. J'aimerais tellement que Catherine Ringer un jour s'intéresse à Boris Vian. C'est pour elle.